Bonjour et bienvenue à Vérité Choc, notre émission hebdomadaire, les mercredis. Là où la vérité choque. Salut Jean-François, ça Salut va? Richard, oui, ça va bien. On a parlé un petit peu avant l'émission, pour ceux qui nous écoutaient, c'était assez intéressant. La technologie nous joue des tours. Alors aujourd'hui, à l'émission, on revient sur ce que les auditeurs vous nous avez communiqué la semaine passée. On n'est pas capable de tout analyser en temps réel parce que Jean-François est quand même un homme, alors il ne peut pas faire deux choses en même temps lorsqu'il est bien intéressé par ce que je dis. Je suis content que tu dévoiles ton côté féminin parce que ça a l'air que toi, tu peux faire plusieurs choses en même temps. Effectivement. Mais ça pour dire qu'on va revenir sur les thèmes qui étaient les malheurs, en fait, dus à la COVID. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu, soit par le chat et le téléphone aussi. On vous encourage à nous téléphoner. 1-866-ThéoVox. Ouais. 1-866-843-6869. Et aujourd'hui, le thème va être gratitude, parce qu'on avait dit la semaine passée qu'il y avait Alexandra Henrion-Caude, qui est une experte virologue française, qui avait dit, résumé en 3 mots, et j'avais trouvé ça très intéressant, c'était malheur, gratitude et espérance. Alors aujourd'hui, on tombe dans gratitude, et à la fin de l'émission, je vous invite à nous faire part ou même pendant l'émission, nous faire part de ce qui a changé pour vous pendant la crise. Donc, on parle de 2 ans maintenant. Qu'est-ce qui a été positif? Parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui passent un peu sous le tapis parce qu'on est toujours surpris de voir comment ça a été dramatique pour la plupart des gens. On voit des gens décédés, on voit des gens très malades, on voit des pertes d'emploi, il y a un tas de choses. Ça, c'est la partie malheur. La partie gratitude, moi, par exemple, ça me permet de parler de politique d'une façon que je n'ai jamais faite avant. Je te disais tout à l'heure, je ne sais pas si on nous a entendu sur Facebook, peut-être. Je te disais qu'avant, je ne disais pas 1% de ce que je peux dire aujourd'hui. Et pour moi, on est en période apocalyptique. On n'est pas dans l'apocalypse, mais on est en période apocalyptique depuis le 13 mars 2020. Ouais. Parce que apocalypse veut dire révélation. Bien, la révélation du mal, c'est ce qu'on a eu en pleine face, mais on a aussi le côté bénéfique de la chose, et moi, de pouvoir parler ouvertement, politiquement, et ça commence à rayonner au niveau médiatique, ça commence à rayonner dans les partis politiques. On ne se cache plus parce que l'ennemi ne se cache pas. Ben, je pense que c'est un excellent point, Richard, que tu soulèves, parce que même moi, je l'ai remarqué. Avant, parler de politique et de religion dans la même phrase ou dans les mêmes propos, c'était... tu faisais pas d'amis, tu n'avais pas un auditoire qui venait et qui était enclin de t'écouter. Maintenant, on peut en parler ouvertement, de valeurs chrétiennes en même temps qu'on parle de politique, puis les gens sont tous oui. Et puis moi, ça me fascine. Hier, je parlais avec Nathalie, et puis Nathalie, j'ai demandé à Nathalie, au dimanche matin, j'ai demandé à Nathalie, Nathalie, combien de Bibles ThéoVox sont envoyées depuis qu'on envoie des Bibles gratuitement? Puis elle me disait qu'on a dépassé le cap de 600 Bibles. Wow. Ça veut dire des gens qui ont compris qu'il faut maintenant approfondir sa foi. Et je pense que le rôle de ThéoVox est de démontrer à la population que ce qu'on voit qui nous surprend tellement depuis 2 ans comme étant une claque dans la face, ben, ça fait 2000 ans que c'est écrit. Là. Il s'agit de comprendre d'où on vient pour mieux saisir qu'est-ce qui se passe présentement. J'entendais Mario Dumont hier. Et je disais à la blague, on l'a échappé, Mario. Tu sais, Mario, quand je l'ai connu, c'était un vrai conservateur à 22-23 ans. Il était considéré comme brillant et plate, là, comme par les jeunes de son âge. Moi, je le trouvais vraiment particulier. Et c'était l'héritage chrétien de sa famille. Hein, il vient d'une région rurale, tout ça. Mais hier, là, il disait, je ne peux pas croire qu'il y a une guerre. Bien, là, il parle comme s'il vient de tomber des nues. Et c'est ça que ça fait le libéralisme. Ça te rend le cerveau un peu comme un marshmallow. Et tout à coup, le moindre changement un peu drastique, ben, tu n'es plus capable de résister parce que tu as perdu tes moyens de défense ou ton armure, en fait. Absolument. Puis c'est vrai qu'il est décevant. Moi juste comme tu sais, je me suis présenté pour lui, son parti en 2008. Puis le Mario Dumont qu'on voit aujourd'hui est loin d'être le Mario Dumont que j'ai connu moi aussi à l'époque. Là. On appelle ça le confort et l'indifférence. Ouais. Ça, c'est le drame de ceux qui deviennent confortables et qui ne voient plus un peu les problèmes parce qu'ils vivent dans une bulle ou presque. Hein, il faut dire que c'est payant, là, être à TVA. Parce qu'à partir du moment où tu fais partie du monde contrôlé,
On le voit avec le président de l'Ukraine qui approche le milliard d'actifs. Il est passé de clown à milliardaire. C'est assez impressionnant. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des rôles de pouvoir pour transférer. En fait, dans son cas, lui, c'était l'autorité du pays. Mais dans le cas de Mario, c'est vraiment son autorité politique qu'il avait créée au tout début. Où aujourd'hui, il fait partie du narratif de TVA. Et au point qu'il le croit, là, on le voit bien. Alors ça, c'est quand même des choses qui révèlent un peu ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Et parler de révélation, c'est ça. Il y a du positif, du négatif. Moi, je vous invite à nous écrire, à nous parler de ce qui a été positif, parce que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Et on conclura le tout la semaine prochaine en parlant aussi d'espérance, parce que c'est ça qui est la clé de tout cet aspect-là. Les gens qui nous disent, vous autres, les chrétiens, vous traversez la crise en parlant comme si c'était la fin du monde, et en même temps, vous avez le sourire. Bien, c'est de là que ça vient. C'est que qu'est-ce qui peut arriver de pire que de décéder ou de se retrouver dans des situations drastiques comme on vit? Ben, c'est d'avoir une conscience de la vie après la mort qui nous permet de pouvoir traverser ça de façon aussi légère, je dirais. Et si vous nous écoutez, c'est parce que vous êtes la résistance. Donc, c'est déjà en fait... c'est déjà en fait un exemple de... Les gens nous disent « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut être actif? » Bien, d'être en l'écoute de Théo Vox, actualité le jeudi soir à 19h30, ou ici, le midi, le mercredi, vous êtes déjà capable d'agir alors que la moyenne est tétanisée. Il ne pourra pas écouter 10 minutes de notre émission, il serait choqué. Et d'ailleurs, il y a des gens qui nous engueulent sur le chat. Et moi, je vous invite à nous dire ce que vous pensez. Ça fait partie un peu du... On est capable d'en prendre. Quand je critique Éric Duhem ou je critique Maxime Bernier, les gens nous engueulent parce qu'ils se disent « Vous nous enlevez le peu d'espoir qu'on a. » Ben, je suis désolé, ça s'appelle Vérité Choc. Donc, si en disant la vérité, vous êtes choqué, on a fait notre travail. Hein, c'est pas mal, ça. Merci, Antoine. Alors, écoute, aujourd'hui aussi, on va parler avec une invitée. Donc, on n'a pas eu d'invité depuis le début de l'émission parce que c'est... je voulais m'entendre aussi, hein, c'est bien certain. Mais c'est surtout qu'on commençait à s'adapter au niveau technologique et tout le reste. Mais l'émission. Puis... on voulait aussi commencer tranquillement avec des invités qui vont venir amener un apport par rapport à un dossier plus précis. Et nous avons comme invité Mme Anna Kekpa, qui est la responsable des relations gouvernementales à la coalition CLC. Coalition... en fait, c'est Campaign Life Coalition. Campaign Life Coalition. Donc, la coalition pour la pour la vie. Ouais. En fait, c'est une organisation pro-vie à travers le Canada. La campagne, c'est l'équivalent de Campagne Québec-Vie, pour ceux qui connaissent bien en français. Et d'ailleurs, les deux travaillent ensemble. Georges Bouchemi, qui vient le jeudi soir souvent à l'émission. Aujourd'hui, on a Anna, qui est une franco-ontarienne, qui habite à Ottawa et qui est d'origine polonaise, qu'on connaît, toi et moi, à travers la Marche pour la vie et tout ça, exact. Qui fait de l'excellent travail. Donc, elle va venir nous entretenir sur une candidature au Parti conservateur. Alors, je vous invite à demeurer pour le deuxième segment à ce niveau-là. Et comme troisième segment, on y va de façon plus large parce qu'on est tellement, ma mère, toi et moi, on a tellement de choses à dire que souvent ça déborde. Mais on veut traiter de la guerre en Ukraine, qui intéresse beaucoup les gens, mais qui n'ont pas toujours l'information de la bonne façon. D'ailleurs, je ne sais pas si on va avoir le temps, mais j'aimerais bien entendre Anna là-dessus, parce que la Pologne, c'est quand même pas loin de ces pays-là qui sont impliqués. Effectivement. On va lui poser la question avec plaisir. Donc, si elle nous écoute, elle va pouvoir se préparer en tant que telle. Et comme on disait tout à l'heure, on a eu beaucoup de gens qui nous ont répondu sur le chat et on voudrait revenir sur ce que vous nous avez dit pour justement partager avec tous les autres et montrer aussi qu'il y a beaucoup il y a une réalité parallèle à ce qu'on entend, ce qu'on voit. Tu me faisais part tout à l'heure qu'il y a des gens qui nous disent, écoute, moi, j'ai des gens dans mon entourage proche, c'est 1, 2, 3 décès depuis 1 an. Alors Par jour. C'est encore pire que je pensais. Et on le voit. Tu sais, on est sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. Moi, ce qui me fascine, c'est le mensonge que j'appelle l'éléphant dans la pièce. Alors, quand vous voyez une vedette décédée comme William Hurt, qui est mort cette semaine, fin de semaine passée, 71 ans, pleine forme, un acteur assez connu, on dit qu'il est décédé et tout à coup, on parle de sa vie, on parle de sa carrière. On ne parle jamais de comment il est mort, comme le producteur qui est mort au Québec il y a quelques semaines, quelques mois.
Il est décédé tout seul dans sa cuisine dans l'Est du Québec. Ouais. Et on parle de sa carrière. Si on ne parle pas de la cause du décès, dites-vous bien que, premièrement, ce sont des doubles injectés minimalement, parce qu'ils sont dans l'industrie qu'ils sont et que c'est obligatoire depuis assez longtemps. Donc, on ne parle jamais de la cause principale. C'est ça l'éléphant dans la pièce. Et c'est intéressant de montrer des exemples concrets qui touchent les gens, et c'est dramatique pour ceux qui sont impliqués, mais de le partager, ça permet à d'autres aussi de voir l'ampleur de ce qui se passe. On a Diane Lessard qui nous a dit ma sœur a eu une dose, a été opérée au cœur. Ma mère a eu une dose, est décédée. Ma chum est décédée avec une dose. Imagine-toi, là. 2 amis, cancer tous les 2. Est-ce que ça s'est déclenché ou ça a été empiré? On entend beaucoup ça. C'est vrai. Les médecins qui sont honnêtes, qui nous disent, écoutez, les cas de cancer ont empiré depuis qu'ils ont été injectés. Ils ne peuvent pas le dire tel quel, mais on comprend très bien que c'est ça. Alors, c'est dramatique, cet aspect-là. Et quand on voit une personne qui nous donne 3 ou 4 personnes dans son entourage immédiat, c'est pas 6, là, on comprend que ça touche tout le monde. Et ce qui se passe au Québec, ça se passe à travers tout l'Occident. Là. On dévoile pas les chiffres, mais je suis comme sous l'impression qu'il y a plus de gens qui décèdent au suite du vaccin ou de l'injection que de gens qui ont décédé vraiment du COVID dans mon entourage. En tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai plus de gens qui semblent souffrir beaucoup plus des conséquences néfastes de l'injection que des conséquences d'avoir eu le COVID. Là. Bon, premièrement, COVID, c'est un mot code. Oui, le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, moi, j'en connais pas qui sont décédés. Okay? J'en connais 0, alors que je connais beaucoup de gens qui sont décédés des suites de l'injection, comme tu dis. Et de ce fait-là, on est au-delà de ce qu'on nous annonçait en termes d'effets secondaires par rapport aux injections. C'est clair qu'on est au-delà. Et les rapports sortent de plus en plus sur la réalité de ces injections-là. Donc, ils vont dire, oui, effectivement, on a vu telle chose, telle chose, telle chose. Donc, tout est en train de ressortir. La vérité finit toujours par triompher. On dit souvent que la vérité va prendre l'escalier alors que le mensonge va prendre l'ascenseur. Donc, ça prend plus de temps, mais ça finit toujours par arriver. Il faut être patient. Et patient, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Ouais. On n'est pas dans l'attente passive. On est dans l'attente où le drame se poursuit et s'accélère. Mais moi, ce que je trouve fascinant, Richard, c'est que les médias traditionnels ou les médias de masse qui, pendant justement cette pseudo-pandémie-là, pendant 2 ans, ont tenu un narratif. Et puis tous ceux qui venaient à l'encontre de leur narratif, c'était des édentés, c'était des covidios, c'était... Puis maintenant, les mêmes médias, je pense au journal Le Devoir qui a sorti dernièrement que le 1/3 des décès qu'on attribuait au SARS-CoV-2 ou au COVID n'étaient pas vraiment emboîtés ou la conséquence d'un décès vraiment SARS-CoV-2. Là. Fait que, comment ça se fait que tout d'un coup, le discours change plutôt que de garder le narratif? Est-ce que c'est... Le narratif change. Hein, on le voit que tout le monde change en même temps. Exemple, pourquoi on enlève toutes les mesures le 14 mars? Personne ne se pose cette question-là. Ouais. Il y a une date tout à coup, puis tout le monde dit la même chose en même temps. Alors, on voit qu'il y a vraiment des ordres qui sont donnés. Ouais, c'est ça. Et dans le contexte, le narratif a changé en disant, ben là, on voit bien que ça ne marche plus, on va sortir la vérité. Parce qu'ils sont obligés de la sortir, la vérité, éventuellement, s'ils veulent passer aux 2e, 3e étape de leur plan, et ils vont le faire. Mais je me demande juste... Et la guerre en fait partie. Oui, mais je me demande juste pourquoi les gens... C'est peut-être bien niaiseux ma question, mais pourquoi les gens qui sont dans leur domicile, qui ont suivi ce narratif-là, soudainement, ils ne se rendent pas compte qu'on les a bernés pendant 2 ans? La peur. Ah. Tu sais, le chevreuil qui voit l'auto arriver sur l'autoroute, là, on se demande toujours pourquoi il ne bouge pas. Ben, Ouais. il est tétanisé. Hein? Il n'y a pas ce qu'il faut pour réagir à une bête d'acier avec des lumières. Donc, il fige puis il ne comprend pas ce qui se passe. Ben, c'est ça qui se passe avec les gens. Et depuis 1 an, et pour avoir des connaissances qui ont changé leur discours, là, on l'a vu, c'est que dire « t'exagères » puis dans 2 semaines, 2 mois, 2 trimestres, ça va être fini. Là, ça fait 2 ans. Ils ne peuvent plus dire ça. Et ils commencent, eux autres aussi, à avoir dans leur entourage des gens qui décèdent, etc. Donc, ils sont obligés de dire « il y a un problème ». Tu sais, j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui me disait, écoute, j'ai eu double injection. Ben, j'ai dit mes sympathies, premièrement. Et là, je me mets à expliquer un peu différentes choses qui n'étaient pas au courant. Non, mais tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Là? Quand tu es injecté, c'est fait, là, c'est un fait accompli. Et je l'ai assez inquiété.
avec des faits, pas avec des candidatons. C'était vraiment solide. Et là, il a vu l'ampleur de ce que je présentais. Et à ce moment-là, il a dit, écoute, je pense que je vais aller faire un test pour le VIH. À t'entendre, là, ben, je dis, moi, je ne suis pas expert, là, je ne suis pas médecin surtout. Mais ce que j'entends, c'est que le système immunitaire est affecté directement par les injections. Il est affaibli, ça, c'est des experts qui le disent. Et même Luc Montagnier, le professeur Luc Montagnier, qui est décédé récemment, le disait dès le début. Il dit, écoutez, premièrement, ça a été créé en laboratoire. Et deuxièmement, ceux qui vont être injectés vont avoir le sida, c'est-à-dire le syndrome d'immunodéficience acquise. Alors, faites-vous tester pour le VIH. Ça a été la recommandation. Il a fait rire de lui, en 2020. Mais depuis 2, 3, 4 mois, ça commence à rouler beaucoup. Donc, ce gars-là me dit, je vais aller passer des tests. Me tenait au courant d'un paquet de choses qu'il voyait jusqu'à temps que j'ai plus de nouvelles. En fait, tu ne sais même pas c'est quoi le résultat des tests? Donc, j'ai envoyé un petit suivi parce que je ne veux pas non plus rentrer dans la vie des gens et essayer de gratter le bourreau. Mais je dis, écoutez, tu m'avais dit que tu irais la semaine prochaine, ça fait 2, 3 semaines. Je fais un suivi, genre, comment ça va? T'sais? Ah, j'ai pas eu le temps, désolé de ne pas t'être revenu. Et j'ai pas eu de nouvelles après ça, donc je n'irai pas faire une relance. Mais ce que je veux dire, c'est, si les gens ont des mauvaises nouvelles, ben essaie de leur dire maintenant qu'il n'y a pas un narratif, un plan, puis une exagération. C'est concret, là, tu l'as dans le système. C'est très angoissant. Et c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête aussi pour ceux qui sont injectés, qui n'ont pas eu de problème. Mais quand tu regardes certaines vidéos où tu vois ce que ton sang a l'air, tu sais, ils prennent, j'ai encore vu hier, une goutte de sang de quelqu'un qui est non injecté, ils regardent c'est quoi les plaquettes et tout ça. Donc, on fait de la biologie à temps plein de ce temps-ci. Et là, tu prends quelqu'un d'injecté, double injecté, qui prend une goutte de sang, et là, tu vois exactement l'image, et là, tu vois un tas de cellules prises ensemble. Et là, il nous explique, écoutez, ça crée une coagulation, ça crée des problèmes techniques, des problèmes au niveau de l'arythmie, etc., au niveau cardiaque, je veux dire. Et là, tu commences à comprendre qu'il y a un impact immédiat, mais pas nécessairement des conséquences sur notre santé visibles à court terme. Et ça, c'est angoissant pour les gens qui ont eu les injections pour voyager, qui ne voyagent toujours pas, ou pour enlever le masque, ils n'enlèvent toujours pas le masque, non, etc. C'est ça. Tu sais, je lisais dans les commentaires, Richard, je vais t'emmener à ce point-là, parce que je trouvais que c'était vraiment très, très, très représentatif de ce qui se passe. Francine G, qui écrit « Ma fille travaille en pharmacie dans un grand hôpital à Montréal. Tous ceux qui travaillent avec elle sont injectés COVID. Ma fille doit être testée 3 fois par semaine, même si toujours négative. Dans le pire de la pandémie, ils l'ont envoyée travailler dans des zones rouges, urgences et soins intensifs. Comme pénalité, elle reçoit ni les primes COVID, ni les fameux 1 000 $ par mois. La plupart de ses collègues, injectés 2-3 doses, ont eu le COVID. Quand est-ce qu'ils vont arrêter ce massacre? Mais c'est fou. Elle, pas eu de dose, parfaite santé, passe ses 3 tests. C'est un peu abusif, 3 tests. Là. Et si je me souviens, elle a eu un rhume. Et là, ils ne voulaient pas qu'elle revienne travailler parce qu'elle avait un rhume. Ouais. Là, ils l'ont testé. Elle n'avait pas le fameux COVID. Exact. Alors que les autres ont eu le vrai COVID. Donc, ont été à la maison, hein, parce que tu es obligé de t'isoler. Plein salaire, plus la prime. Alors qu'elle est pénalisée sur pénalisée. Là. Ils voulaient même l'empêcher de travailler parce qu'elle avait un rhume. Ouais. Mais tu vois, elle, c'est le parfait exemple qu'il n'y a rien de scientifique. C'est vraiment purement politique. Là. C'est politique et c'est dramatique parce que les conséquences vont jusqu'aux scientifiques. C'est-à-dire que les médecins se taisent. Hein, tous les gens qui ont une formation de sciences. Moi, il y a un problème. Les gens m'obstinent quelques fois. Je te dis, écoutez, moi, j'ai le malheur d'avoir fait mes sciences pures. C'est fatigant. Là. Quand tu as une base scientifique, tu sais exactement qu'il y a des choses que tu ne peux pas transgresser. Là. Des faits. Ça s'appelle des faits. Et quand tu le présentes comme ça à des gens qui ont fait sciences humaines, pas de maths, ce qu'on appelait au cégep dans mon temps, ils pensent que tu parles de quelque chose de mystérieux. Non. Il y a des faits très, très simples en sciences. Tu te fies sur différents résultats, comme les prises de sang. Si ta prise de sang de A et de B est différente, tire des conclusions. Si ton enfant de 8 ans a un problème cardiaque, là, je me souviens un peu du terme qu'il emploie tout le temps, c'est la nouvelle mode maintenant. Là. Et là, on est rendu à nous dire dans les médias que les enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans là, qui ont des problèmes cardiaques, c'est parce qu'ils font... c'est la pollution. Ils trouvent des raisons absurdes, aucun fondement scientifique, alors qu'on sait qu'il y a eu une injection.
Effectivement. Et ne pas prendre l'injection comme étant une cause potentielle, c'est ça, faire abstraction de la science en partant. Et tous ceux qui embarquent là-dedans, ben mes condoléances. Vous avez quitté la raison, vous avez quitté la science et vous essayez de faire de la politique. Vous êtes très mal barré. La vérité va triompher et vous allez devoir rendre des comptes par rapport à tout ça. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, l'exemple que tu viens de donner au travail, imagine quand on va finir cette guerre-là éventuellement, mais quand les gens vont se retrouver là, dans des situations professionnelles, etc., des familles, tu ne peux plus revenir en arrière. Imagine un nazi à l'époque de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, il rentre à la maison, il n'est pas reçu avec bonheur. Là. Tu nous as entraînés dans une situation, tu as tué des gens, etc. Il y a des conséquences à tout ça. Il y a Guylaine Dupont qui a parlé. Mon conjoint aussi avait été obligé d'effectuer des tests COVID pour son opération à genou. Ça, c'était suite à mon anecdote où je disais que j'ai été refusé dans mon opération que j'attends depuis 3 ans. Bien, il y a un tas de personnes qui ont répondu aussi, même chose. Mais la plupart vont dire, je vais faire les tests si je veux mon opération, et avec raison. Un genou, c'est un peu plus important que ce que j'ai renoncé. Mais ça, il y en a beaucoup de gens qui nous disent, voici ce qui se passe dans les réalités de notre quotidien. Il y en a un dans cette même veine-là, Richard, ça m'a vraiment interpellé parce que c'est grave. Là. C'est Gaston Bélin, il dit, je suis dépendant d'un pacemaker. Oui. Je dois faire changer ma pile bientôt. Donc, si je refuse de passer le test COVID, ça veut dire que je suis mort? C'est intéressant quand même. Ça. Un pacemaker, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Là. C'est assez... c'est de la haute technologie qui est assez ordinaire là, comparé à tout ce qu'on est en train de développer, mais qui permet à quelqu'un de carrément avoir 10 ans de plus de vie. Là. C'est extraordinaire comment ça a changé la vie de beaucoup de monde. Et effectivement, s'il faut que tu ailles changer la pile... et qu'on te dit, il faut que tu passes le test. Si tu t'obstines, tu fais quoi? Tu n'as aucune marge de manœuvre. Mais sans aller à l'extrême d'un pacemaker, qui est assez extrême, c'est pas normal que moi, je n'ai pas mon opération parce que j'ai refusé de passer les tests, qui sont pour quelque chose qui est aussi faux au niveau scientifique que le port du masque est efficace. Alors, c'est certain que si j'arrive à l'hôpital et qu'ils me disent, vous devez porter le masque, puis je refuse, c'est la même chose. Alors, aussi bien de dire au téléphone, je vais vous dire carrément où je me situe, moi. Moi, je suis un être humain qui est né libre. Et vous n'avez aucun fondement à ce que vous imposez comme folie. C'est moi qui dois renoncer à mes droits? La réponse, c'est non. C'est ça, être dans la résistance. Et ça ne veut pas dire de changer sa vie au complet, mais ça veut dire que cet exemple-là devrait servir. Moi, je suis persuadé que les personnes à qui on parle à l'hôpital doivent se dire « encore un autre ». Écoute, ça va même super loin, Richard. J'ai un ami à moi là, qui a une résidence secondaire aux États-Unis. Il s'en va dans sa résidence secondaire, revient, et puis son épouse n'est pas injectée. Donc, rendu aux douanes, il a fallu qu'il montre un test COVID, etc., les deux. Puis, il donne un genre de colis. Puis, dans ce colis-là, il dit, c'est quoi ça? Puis, c'est des tests COVID que l'épouse doit faire, je pense, au 8e jour, puis au 14e jour. Fait qu'on te donne un petit kit pour que tu puisses faire tes tests à la maison. Des autotests. Oui, mais non seulement ça. Il faut que tu les fasses via Zoom pour qu'il y ait la supervision de quelqu'un à distance qui te regarde effectuer ces tests-là. OK. Combien tu penses que ça coûte tout ça? Là? C'est l'État qui paye pour tout ça de un. Ben, moi, j'aime bien l'aspect folie, maladie mentale, avant de parler d'économie, parce que c'est sûr que ça coûte une fortune, là, on le sait. Mais juste l'imbécilité de la chose. Non, il y a du zéro rationnel à travers de tout ça, mais tu te dis, fait que c'est ça, parce qu'on veut s'assurer que les tests soient faits, etc. Fait que tu te dis, voyons donc. T'sais. Oui, puis est-ce que ces tests-là, on a vu un tas de choses, là, les fameux Q-tips qui te rentraient jusqu'au fond des narines. Est-ce que là-dessus, il y a du matériel qui vient s'intégrer à ton système? Écoute, il y a tellement de possibilités. À partir du moment où ton intégrité est violée et que tu dis non, on a toujours eu ces droits-là jusqu'en 2020. Comment se fait-il qu'ils sont disparus? Parce qu'on est en train de nous conditionner à dire, vous faites ce qu'on dit ou sinon, c'est le bâton. Et ça fonctionne. Malheureusement, ça fonctionne. Mais si tout le monde disait non, j'ai des droits et j'arrête, et j'ai parlé de grève générale il y a 1 an, c'est ça qu'il faut faire. Mais jamais ça va se présenter parce qu'on voit bien que les gens ne souffrent pas assez. La personne qui, je sais pas, moi, il y en a une qui nous dit, il y a Mireille Chouanière qui nous dit, ma fille de 28 ans, a développé le Zona
2 mois après l'injection COVID. Hey, le zona, c'est pas ça qu'on voit seulement chez les personnes un peu plus âgées, là, un peu... Ben, c'est pas juste ça, c'est que c'est très souffrant et ça touche les nerfs, donc ça touche vraiment quelque chose qui... Écoute, ceux qui l'ont, là, c'est sûr que plus tu vieillis, plus probablement tu as de chances de l'avoir. Mais si ça s'est déclenché après l'injection Ouais. et qu'ils sont capables, eux autres, là, de faire le lien, ben, comment se fait-il qu'on n'analyse pas ça avec cet angle-là, les experts, les hôpitaux, les scientifiques, en fait? Il y a beaucoup de... On arrive à la fin du segment, mais il y a beaucoup de monde qui nous partage et c'est très apprécié. Ça tourne beaucoup autour des mêmes choses. Perte d'emploi, pas de salaire, pas d'assurance-emploi. Écoute, c'est... Congé sans ça, mais congé. Non, t'es suspendu sans solde. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont été désavoués au niveau professionnel. Il y en a que c'est dans l'armée, hein, t'en connais, qui ont connu des... Tu sais, t'es un héros de guerre, puis le lendemain, t'es envoyé à la maison à coup de pied dans le derrière en te disant tu vaux moins que rien vu que tu refuses les ordres. Oui, mais les ordres vont à l'encontre de la logique scientifique. Ouais. Alors, on pourrait faire le tour très longtemps, mais merci à tous ceux qui ont écrit, et puis on vous revient après cette pause. Oui, donc merci, on est de retour et on attend l'appel de Anna Kepka. Je ne sais pas si nos amis vont nous mettre en ligne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Anna est responsable des relations gouvernementales à la coalition, j'essaie de le dire en français, puis j'inverse les lettres. Campagne Live Coalition, on va dire en anglais. La campagne vie coalition. Ouais. Alors, c'est un organisme pan-canadien et Campagne Québec Vie est le pendant au Québec. Alors, est-ce qu'on a Anna en ligne ou... Je pense pas qu'elle est encore là. Ils vont nous l'indiquer quand elle va D'accord. arriver, mais on peut faire un petit peu de pouce sur... Ben, d'ici là, je sais pas, toi, tu la connais bien. Est-ce que tu peux nous parler de Campaign Life Coalition? Tu as été impliqué, je pense, à la Marche pour la vie déjà. Ben, en fait, moi, je trouve ça impressionnant qu'une marche avec autant de... ça mobilise beaucoup de personnes à travers le Canada. Ça se fait habituellement sur la colline parlementaire. Et puis, à chaque année, on a à peu près entre 15 puis 20, une vingtaine de mille de personnes qui vont là, puis ça passe sous le silence. Pro-Vie Canada, c'est une association qui est quand même avec un rayonnement pan-canadien. Et puis, on a travaillé en collaboration avec eux à quelques reprises. Notamment, j'ai été, pas porte-parole, mais j'ai apporté une allocution dans des événements. Puis je pense que toi aussi, tu as déjà participé à apporter des allocutions là-bas. Puis moi, ça me fascine de voir le nombre de personnes qui se déplacent là-bas puis qu'on n'en parle jamais dans les médias. Normal, parce que c'est le mot d'ordre par rapport à l'avortement, c'est qu'on n'en parle pas. Parce que dès qu'on se met à exprimer les raisons pour lesquelles on défend la vie, de la conception à la mort naturelle, c'est ça le principe, donc ça touche l'euthanasie et tout le reste, on rend tellement tout le monde inconfortable qu'ils préfèrent ne pas te donner de glace carrément. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai fait la course au leadership conservateur en 2020, où dès que je disais que j'étais pour le respect de la vie, tout de suite, les entrevues cessaient. Il y avait d'autres moyens que je trouvais pour me rendre intéressant au niveau médiatique. Oui. On les a vus, ces moyens. On ramenait toujours cet aspect-là parce que c'est fondamental et c'est pour ça que des organismes comme CQV et CLC, ils ont leur raison d'être pour garder cet aspect-là et ils reçoivent du financement de gens qui sont pro-vie et qui veulent s'assurer aussi qu'il y ait ce travail-là. Il y a du travail aussi qui est fait de représentation auprès des gouvernements. Donc, c'est un peu la roche dans le soulier pour le Parti conservateur du Canada qui essaie de se dissocier, et j'en ai été la preuve parce que j'ai été éjecté du parti sur cette base-là. Alors, ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ne veulent pas être pris à défendre l'indéfendable dans leur cas parce que tu essaies d'avoir une base pro-vie. Donc, tu es bien intéressé de les avoir comme membres, de les avoir pour voter pour toi, mais quand vient le temps de dire que tu es pro-vie, tu ne veux pas le dire. Et Stephen Harper, là-dessus, a fait un peu école, malheureusement. Moi, j'ai quitté avant qu'il devienne premier ministre pour ces raisons-là. Je le trouvais trop libéral. Il ne voulait pas défendre la vie d'aucune façon.
avant que le coq chante, avait dit 3 fois « Je ne rouvrirai pas le débat sur l'avortement ». Alors que l'avortement au Canada, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de législation. On a enlevé la législation qui la criminalisait et on n'a rien mis. Et ça, c'est la méthode libérale. Tout le monde pense que c'est réglé. Non, ce qui n'est pas réglé, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, au Québec, depuis le gouvernement Legault, l'avortement jusqu'à 5 minutes avant la naissance est permis à l'hôpital au Québec. Avant, c'était envoyé, on envoyait le problème sur le tapis, on envoyait les gens aux États-Unis. Toutes dépenses payées. Payées par l'État, payées par nos impôts. Ben oui. Et là, ça devient dramatique parce que le gouvernement nous oblige à payer des impôts et fait ce qu'il veut avec les impôts alors que ça va à l'encontre de notre position. Et on a vu ce débat-là aux États-Unis comme étant très, 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 très médiatisé à l'époque de Trump. Donc, Trump a fait un cheval de bataille pour la vie. Donc, il y avait d'autres défauts, il y avait d'autres problématiques, mais là-dessus, il a livré la marchandise pendant les 4 ans et ça a dérangé beaucoup les mondialistes qui ont un agenda pro-avortement, eux autres. Là. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage vraiment de gens qui sont pro-vie à travers le Canada. On parle peut-être de 25, 30, 35 % je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as la statistique, Richard, mais je dis ça parce que je trouve ça fascinant de voir que si tu ne rentres pas dans le narratif, on veut, parce qu'il y a une loi là, qu'on veut faire passer bientôt, là, on va enlever la capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôt. Imagine-toi, le gouvernement n'aide déjà pas ces organisations-là, et puis on veut leur enlever la capacité d'émettre des reçus pour fin d'impôt pour tous les supporters qui supportent ces organisations-là. C'est les gens ou ces organisations-là paient des impôts, paient des taxes, mais on est en train de dire, même si on ne donne pas de réduction, continue à payer tes taxes. Continue à nous donner ce que tu nous dois, mais nous, on va dicter ton argent, puis on va dire qu'on ne donne plus une scène pour supporter ta compagnie ou subventionner ton organisation parce que tu ne rentres pas dans notre narratif. Je trouve ça quand même, excuse le terme, mais je trouve ça écœurant. Écœurant que ces organisations-là sont capables, n'ont pas de subvention, ont un narratif différent, promouvoient la vie, paient des taxes, puis que le gouvernement, en retour, dit, bien là, on continue à payer tes taxes, mais on ne donne plus de subvention. Mais il faut comprendre que l'agenda est toujours poussé vers l'extrême gauche. Pourquoi? Parce qu'imagine-toi, aujourd'hui, le Parti conservateur est un parti libéral. On reculerait là, 15 ans en arrière. La position du Parti conservateur du Canada, c'est un parti libéral. Mais là, le Parti libéral de Trudeau est rendu un parti communiste, ou presque. Là, hein? Il est pro-Chine, pro-mondialisation. Ceux qui ne le croyaient pas avant là, pensaient qu'on dénigrait le pauvre jeune homme. Ben, aujourd'hui, dans toutes ces déclarations depuis 1 an ou 2, c'est très clair. Donc, on a tellement amené l'agenda à gauche au niveau du Parti libéral que le Parti conservateur est devenu libéral sans que ça paraisse trop. Et c'est pour ça qu'on va en parler avec Anna Kepka, qui est avec nous, je pense, en ligne. Et c'est pas Anna qui est avec nous, mais on a Daniel de la Rive-Sud qui est avec nous. Ah bon, c'est un appel d'un auditeur. Excellent. Bonjour, Daniel. Allô, c'était pour dire un commentaire. Oui. J'ai déjà eu un ami qui vient chez moi, qui est vacciné, puis on ne s'est jamais chicané, ni ce fois-là, qui me disait, OK, t'es pas vacciné, ça veut dire que toi, tu crois que le vaccin est peut-être pas sécuritaire. Il dit, disons, dans 5 ans, ils ont fait toutes les études qu'ils peuvent faire. Est-ce que, puis là, ils ont vu que c'était sécuritaire. Là, vas-tu le prendre, Dan? J'ai dit non, je n'ai pas eu besoin pendant 5 ans, c'est parce qu'il n'y a pas plus besoin que ça. Puis on dirait que ça l'a ça l'a étonné parce que c'est du monde qui écoute les nouvelles, puis ils n'ont pas jamais de discussion de un à l'autre. C'est tout le temps juste c'est un narratif. C'est ça, exact. Mais aussi, en partant, là, je vous arrête tout de suite, c'est que vous parlez de vaccin. C'est même pas un vaccin. Hein, il est là le problème. C'est que dès qu'on part avec la mauvaise définition, et c'est voulu, là, tout ça est réfléchi, dès qu'on part avec la mauvaise définition, on vient de semer la graine de discorde qui fait que les gens se mélangent. Et là, votre pauvre interlocuteur, lui, il se retrouve en disant « ça a du bon sens ce que tu viens de me dire ». Mais vous êtes tous les deux en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Ouais. C'est ça qui est fascinant quand même. Ouais. Merci beaucoup, Daniel, pour votre commentaire. C'est vraiment apprécié. Je vois dans le chat des gens qui écrivent, notamment Suzanne Lefebvre, qui dit « Faut voter Éric Duhem ». Pauvre Suzanne. On la connaît. Je te salue, Suzanne. Très impliquée au niveau politique. Et oui, il y a une réalité partisane politique qui est très compliquée. Et on ne se fait pas d'amis à Théovox parce qu'on est très clair. C'est la vérité qui va être le fondement.
et de dire on vote pour A ou pour B, ben tout le monde va dire ben B est moins pire que A, donc il faut voter pour B. Comme Suzanne nous dit, votez Éric Duhem, puis elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de monde qui le font. Et à Ottawa, on va nous dire votez pour Maxime Bernier parce qu'il est moins pire que les autres, etc. Et là, on arrive en campagne électorale, pas électorale, mais campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Et là, on va nous dire... Puis des partiels dans Marie-Victorin. Oui, au provincial, mais au fédéral, c'est dans un parti où là, tu dis, OK, quel candidat que tu appuies? Bon, ben le moins pire. Arrêtez de parler en moins pire, là. Hein? Quand on touche à des choses fondamentales, il faut à un moment donné dire les vraies choses. Et quand vient le temps d'aller voter, quand vous êtes tout seul dans l'isoloir, ben vous ferez bien ce que vous voulez. C'est ça la liberté. Alors, écoutez ce qui est présenté et espérez pas que je dise quelque chose qui est autre que la vérité. Ça n'arrivera pas. Éric Duhem, c'est un libertarien. Donc, ceux qui ont C'est quoi libertarien? Libertarien, c'est conservateur au niveau économique. C'est des matérialistes, premièrement. Ouais. Il n'y a aucune spiritualité. Ils recrutent beaucoup chez les chrétiens et les gens traditionnellement conservateurs parce qu'ils ont besoin d'avoir des membres et des électeurs. Éric Duhem est plus ratoureux. Lui, il a surfé sur la vague du COVID, de la crise du COVID, et ça fait son bonheur parce que ça le différencie des autres joueurs qui se sont tous écrasés. Il n'y a plus d'opposition à Québec et à Ottawa, entre autres. Et lui est arrivé là-dedans un peu comme un chien d'un jeu de quilles, donc il a tiré bénéfice de ça. Et c'est sûr que les gens vont dire, ben lui, au moins, il parle contre certaines mesures extrêmes du COVID. Oui, mais il est double injecté, puis il porte le masque, puis etc. Donc, est-ce qu'on va suivre un leader qui va dire une chose et va faire à peu près à mi-chemin d'une réalité? On parle de choses fondamentales ici. La liberté fondamentale, le respect de la vie, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on est si sévère par rapport à ces situations-là. Et une fois que vous l'avez, bien, vous pouvez faire la décision que vous voulez au niveau électoral. Mais entre vous et moi, un vote, comme je disais récemment, un vote sur 3 millions, bien, vous n'avez pas un mouvement, là. Vous arrivez, vous dites, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Éric Duhem. Et quand vous allez voir le gouvernement de la CAQ, si c'est le cas, réélu majoritaire, puis vous avez voté pour Éric Duhem, bien, scientifiquement, au niveau électoral, peut-être que vous avez aidé la CAQ en votant pour Éric Duhem. Il y a toute une complexité et c'est ça qu'on essaie de présenter ici. Alors, merci Suzanne pour cette suggestion-là. Je sais qu'elle veut aussi qu'on parle de Leslie Lewis. Je ne sais pas si on a Anna. On a Anna en ligne, mais c'est vrai que moi j'aimerais ça. J'aimerais ça après Anna, en reparler parce que j'ai plein de questionnements, puis je suis convaincu que mais ça va ensemble. Hein, ça va avec ce qu'Anna va nous présenter, parce que, comme je l'ai dit, dans un parti comme le Parti conservateur, qui est l'opposition officielle à Ottawa, c'est pas banal, ils peuvent être le gouvernement. Donc, la prochaine chef va pouvoir être premier ministre. Absolument. Donc, dans ce contexte-là, de parler au niveau provincial avec Éric Duhem et les autres, c'est un complément. Mm-hmm. Alors, allons-y avec Anna Kepka. Bonjour, Anna. Bonjour. Bonjour, je vous avoue que je ne vous entends pas terriblement bien, donc je ne sais pas s'il y a un autre numéro sur lequel on pourrait essayer. C'est le seul. Sinon, je ferai de mon mieux. D'accord. Mais votre voix est saccadée sur ma ligne. Bon, je ne sais pas quoi faire. On est zéro technicien, nous autres. Alors, bonjour, bienvenue d'être avec nous. On va essayer de parler plus fort dans ce contexte-là. Et peut-être vous présenter Campaign Live Coalition en quelques minutes pour les auditeurs puissent savoir qui vous êtes. Donc bonjour, mon nom est Anna Kepka. Je suis la représentante de Campaign Life Coalition, de Coalition nationale pour la vie. Mon rôle au sein de cet organisme est celui des relations gouvernementales avec le gouvernement fédéral en particulier. La Coalition nationale pour la vie est le plus ancien groupe de lobbying politique pro-vie au Canada. Ça fait presque 50 ans que l'organisme est en existence. J'y travaille depuis à peu près 3 ans. Que vous dire de plus? Par exemple, sur le point politique, la Coalition nationale pour la vie était le créateur du caucus pro-vie au sein du Parlement fédéral. Ce caucus maintenant est géré par les députés eux-mêmes, mais jusqu'à peu près 2015, c'était la Coalition nationale pour la vie qui organisait les meetings, qui organisait les présentateurs, les conférenciers, et vraiment organisait l'ensemble du fonctionnement de ce groupe.
Donc voilà une contribution non négligeable à la voix pro-vie au sein du Parlement fédéral au Canada. Mais quand vous dites au sein du Parlement, les députés, est-ce qu'il y a des députés libéraux qui en font partie encore? Parce que je pense que M. Trudeau a été très clair que c'est interdit maintenant pour leurs députés d'avoir aucune inclinaison pro-vie. Vous avez raison, effectivement, de se lever cette question. À l'origine, les membres des trois partis à l'époque présents au Parlement, donc le Parti conservateur libéral et le NPD, c'est ça, étaient membres du caucus pro-vie. Cela n'est plus le cas actuellement. En ce moment, c'est uniquement les députés conservateurs qui peuvent avoir des pétitions pro-vie. Dans les autres partis, ceci étant interdit. Et une chose que je devrais ajouter aussi, à l'extérieur de ce travail direct avec la parlementaire, la campagne nationale pour la vie organise le vote pro-vie. Donc, pour pouvoir élire ces membres du Parlement pro-vie, nous organisons les électeurs eux-mêmes en les informant et en les mettant en relation avec des candidats pro-vie qui méritent d'être supportés. Donc, au fédéral, il y a une seule option, c'est le Parti conservateur du Canada pour l'instant. En ce moment, c'est le CELI. Parce que le NPD était déjà marxiste. Quand je disais ça il y a 2 ans, 3 ans, je faisais rire de moi. Aujourd'hui, je pense que c'est clair. Et on voit que le parti de Justin Trudeau est désormais marxiste de façon très claire aussi. Alors, il y a l'espace pour les pro-vie commence à être réduit. Enfin, il y a Christian Heritage Party, mais le Parti de l'héritage chrétien, mais c'est un très, très, très petit parti. Oui, mais on parle de députés, on parle d'élus. Donc, il n'y a aucun élu au Parti héritage chrétien et ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ça augure mal, comme on dit en politique. Mais le Parti populaire, qui est un petit peu intéressé par cette dimension-là, même s'ils sont libertariens, ils n'ont pas d'élus non plus, donc il y a un vide. Ça répond, ça concentre le vote pro-vie à l'intérieur du Parti conservateur du Canada. Et peut-être que ça nous amène à notre sujet. Madame Kepka, vous, Campaign Life Coalition a appuyé la candidature de Leslyn Lewis, qui est une élue conservatrice du Parti conservateur dans la région de Toronto. Et j'aimerais savoir, pouvez-vous nous dire quelles sont les bases sur lesquelles Campaign Life Coalition s'est appuyée pour donner la lumière verte? Je ne sais pas si, Jean-François, tu as le petit tableau, mais... Oui, je ne sais pas si on va le voir comme il faut, mais peut-être que toi, tu as vu que tu es plus direct. Oui, pour le bénéfice des auditeurs, c'est que Campaign Life Coalition utilise les 3 lumières, 3 feux de circulation. Alors, c'est le rouge, le vert et le jaune, mais le jaune étant, c'est sous analyse où il faudrait être prudent. Le rouge, c'est rejeté et le vert, c'est à soutenir. Donc, peut-être, Mme Kepka nous expliquer un peu cet aspect-là. Par rapport à la position politique de Leslyn Lewis et sa position pro-vie, ça fait à peu près 8 ans que Campaign Life et mes collègues du siège social sont en relation avec elle. Elle s'est présentée pour la première fois en 2015 dans une élection partielle dans la région de Toronto, effectivement, pour le Parti conservateur toujours. Et c'est à ce moment-là que, suite à l'échange avec elle, il a été déterminé que c'est effectivement une candidate pro-vie, que ses positions s'alignent avec les demandes de Campaign Life Coalition, justement des politiciens, pour pouvoir les désigner comme politiciens pro-vie et pro-famille. Et depuis ce temps-là, elle s'était présentée dans une élection provinciale, aussi au sein du Parti conservateur de l'Ontario. Aucune de ces fois-là, elle n'a été choisie, mais ça lui a permis de goûter à la campagne, de voir comment ça s'organise et de commencer justement sa formation de politicien. Donc, durant la dernière élection à la chefferie du Parti conservateur, elle s'était présentée comme à l'origine une des 4 candidats pro-vie à cette chefferie, dont vous-même, Richard, n'est-ce pas? Et finalement, suite aux machinations du parti, elle s'est retrouvée comme une des 2 candidats pro-vie retenus, elle et Derek Sloan. Et c'est à cette époque-là qu'elle a formulé plusieurs politiques pro-vie
qui ont été insérés dans sa plateforme électorale. Et je vais nommer les 4 qui ont été effectivement publiés. C'était en 2020, hein, en janvier déjà, 2020. c'est ça, déjà en 2020, voilà. Oui. Et donc, la première, c'était interdire la pratique misogyne de l'avortement sexo-sélectif. La seconde, criminaliser les avortements forcés. La troisième, accroître le financement des centres pro-vie d'aide aux femmes enceintes. Et la quatrième, mettre fin au financement des avortements à l'étranger. C'est quand même intéressant de parler le premier engagement, interdire la pratique misogyne de l'avortement. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de parler de misogynie par rapport à un acte criminel comme l'avortement? Je suis d'accord avec vous. C'est une façon, je pense, de formuler pour y inclure quelques mots clés, buzzwords, comme ils disent en anglais. Buzzword libéral, misogyne. Effectivement. Misogyne, ça nous rappelle le discours libéral, hein, la dichotomie entre hommes et femmes, c'est la guerre, etc. Donc, on utilise un mot clé pour venir un peu amoindrir le reste de l'engagement, vous ne trouvez pas? Je pense que dans ce cas-là, ce mot n'a pas été utilisé franchement pour cette raison-ci. Je pense que l'effort qui a été fait est peut-être un espoir un peu naïf de la part du mouvement pro-vie assez largement pris. C'était d'espérer d'être entendu du mouvement féministe, par exemple, et d'autres ceux qui sont sensibles à ce genre de questions, puisque l'avortement sexo-sélectif vise les filles d'une façon très particulière. C'est majoritairement les filles qui sont tuées au sein de leur mère parce qu'elles sont justement filles et non pas garçons, comme dans certaines cultures, les familles préféreraient. Donc c'est pour ça que ce terme-là a été utilisé. Vous avez raison. Tout avortement en fait est misogyne par le fait qu'il vise la mère qui elle est femme. C'est ce qu'on appelle en politique. C'est ce qu'on appelle faire du clientélisme politique, c'est-à-dire qu'on est en train de décortiquer quelque chose. Hein, on oublie la criminalité de l'ensemble du problème et on va venir dire si on touche à l'avortement des femmes, ça c'est interdit. Tout le reste passe sous le tapis parce que les engagements de Mme Leslyn Lewis, et à l'époque, vous savez que j'étais candidat, et vous l'avez mentionné, étaient très, très libéral, parce que ce qu'on voit là, c'est l'équivalent de ce que M. Harper a instauré pendant 10 ans lorsqu'il était premier ministre. Vous ne trouvez pas qu'elle était juste à ce point de vue-là équivalente à l'ancien Parti conservateur et non pas vraiment pro-vie comme telle? Je ne dirais pas qu'elle n'est pas réellement pro-vie. C'est sûr qu'on y voit un certain effort de présenter la question pro-vie d'une façon peut-être adoucie. Avec l'espoir de se faire entendre et peut-être de se faire mieux accepter par des électeurs, des membres du Parti conservateur, pas tout à fait pro-vie, ou peut-être franchement pas pro-vie. Donc c'est vrai, c'est pas une position aussi claire qu'était la vôtre, Richard, par exemple, quand vous vous êtes présenté. Et certainement nous regrettons ce fait. Mais néanmoins, c'est une position pro-vie, certainement comparativement à tous les autres candidats dans la course à la chefferie actuelle. C'est uniquement Leslyn Lewis qui présente une plateforme qui a des éléments défendant la vie avant naissance d'une façon quelconque. Mais il me semble, Anna, il me semble que si... Ça veut dire que si on enlève le mot misogyne, sa position sur l'avortement, elle est positive? Non, je ne le dirais pas. J'ai participé dans une rencontre avec la députée qui a présenté effectivement ce projet de loi lors de la dernière session parlementaire, Kathy Wagenthal. Et effectivement, cette question a été soulevée et je leur ai fait justement remarquer que il ne faut pas insister sur le fait que c'est uniquement les avortements effectués sur des bébés filles qui nous causent problème, ou le fait qu'il y en ait plus que sur des bébés garçons. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est l'avortement lui-même qui est un problème. Mais le fait que l'avortement soit utilisé pour effectivement empêcher la naissance des filles est un problème en soi. L'avortement dans l'ensemble est un problème, bien évidemment,
Mais il y a une catégorie particulière, et je dis pas particulière parce qu'elle est plus importante que les autres, mais juste parce qu'elle a des caractéristiques autres que certaines autres raisons, certains autres avortements, que effectivement les filles sont en particulier visées. À l'époque, c'était peut-être comment ça s'appelle en français? C'était le fait de, vous savez, assassiner des bébés déjà nés. L'infanticide, voilà. Mais maintenant, comme on a les techniques suffisantes pour identifier le sexe de l'enfant déjà au sein de la mère, on assassine ces filles sélection avant leur naissance. Mais d'ailleurs, elle terminait son engagement en disant que ce sont des politiques pro-vie sensées que la majorité des Canadiens appuient. Ça, c'est vraiment une phrase libérale entre vous et moi, là. On est en train de nous dire, nous, comme Canadiens, que majoritairement, on pense d'une certaine façon. Et une fois qu'on nous dit ça, ben, on pense qu'effectivement, la majorité est à ce niveau-là. C'est quand même une conclusion qui est très libérale, vous ne trouvez pas? Je suis d'accord avec vous que la majorité n'a pas par définition raison. Et ce genre de politique par les sondages d'opinion, je pense que c'est une politique très néfaste. Et effectivement, les politiques proposées ici semblent faire une certaine ouverture à ce genre de réflexion. Mais je maintiens quand même que c'est ce qu'on a de plus pro-vie parmi les candidats actuels. Le moins pire candidat, encore une fois. On est encore à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, il y a d'autres engagements, je pense, que vous avez obtenus depuis ce temps-là. Ça fait quand même 2 ans. Et Mme Lewis, c'est une femme intelligente que je connais, que j'ai rencontrée, une personne extraordinaire, est arrivée avec d'autres ajouts. Peut-être vous pouvez nous en faire part. Mais par exemple, dans les temps récents, justement, la campagne nationale pour la vie dans Campaign Life Coalition a mené une campagne de support, d'appui à la désignation charitable des charités pro-vie, incluant des centres pro-vie d'aide aux femmes enceintes. Et Let Me Know s'est immédiatement offerte de recevoir notre pétition devant les caméras, devant le bâtiment du Parlement, où nous avons organisé une manifestation le novembre dernier. Et c'est grâce à son engagement que 2 autres députés pro-vie se sont présentés aussi pour recevoir cette pétition et défendre justement le financement de ces centres d'aide aux femmes enceintes. Donc, c'en était une. Un autre engagement que je considère très important, c'est déjà l'année, il y a 2 ans, que je regarde juste, oui, c'était déjà en 2020, en novembre 2020, qu'elle s'était exprimée sur le problème de ce qu'on appelle le grand reset du Forum économique mondial, et que cette question devrait être approfondie et qu'il est absolument essentiel que notre gouvernement présente leur budget pour qu'on sache effectivement à quel point le Canada s'insère dans ce malheureux Great Reset. Et ceci nous est important pour la Coalition nationale pour la vie, parce que dans le projet de ce Great Reset, il y a une réduction de population très importante. Bien évidemment, l'avortement en fait partie, mais il y a d'autres moyens aussi très néfastes. Donc, elle s'était exprimée contre ceci et s'était aussi exprimée à l'appui de la démonstration récente des camionneurs qui combattaient pour finalement la restauration de nos libertés constitutionnelles. Donc voilà, je pense que ces positions-là, liberté constitutionnelle, et aussi quand on se promenait dans la démonstration, on voyait bien des panneaux à l'appui des droits parentaux. Il y en avait quelques-uns aussi pour la vie, pour la protection de la vie avant naissance. Donc nous considérons que les paroles initiales et les promesses initiales que Leslie Lewis nous a fait en conversation avant de se présenter comme candidate sont maintenant appuyées par ses gestes en tant que politicienne. Mais vous avez aussi peut-être omis la dimension de la thérapie de conversion. Alors, elle s'est exprimée contre le projet de loi C6?
Elle s'était exprimée effectivement contre le projet de loi C6, donc la forme antérieure de la malheureuse loi C4 qui a fini par passer quand même. Mais lorsqu'elle est passée, cette loi-là, lorsqu'elle a été votée, excusez-moi de vous interrompre, ça a été l'unanimité. Donc, où était Mme Lewis pour voter contre à ce moment-là? Je me suis adressée à sa campagne pour avoir un commentaire sur la question. Je ne peux spéculer pourquoi elle ne s'est pas levée. Mais vous avez raison de signaler cela. Effectivement, aucun des députés conservateurs, aucun des députés pro-vie ne s'est levé, pro-vie et pro-famille. Donc, elle a acquiescé. C'est pire de ne pas voter contre alors que vous avez pris une position contre. Ça annule pas, c'est pire. Vous ne trouvez pas? Tout à fait malheureux, vous avez parfaitement raison. Ouais. Pourquoi ceci s'est passé comme ça? Je ne saurais dire. Est-ce que les électeurs sont déçus? Oui, absolument, ils sont très déçus et le mouvement pro-vie est très déçu. Ben, il y a un député qui fait partie un peu des 2 ou 3 dont on parlait tout à l'heure, donc ils l'ont appuyé. Le député Vezin, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un vrai conservateur pro-vie, tout ça, et a aussi voté pour ce projet de thérapie-là. Ouais. Et quand des amis ou des connaissances lui ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé, il semble dire qu'il avait oublié de voter ou chose comme ça. C'est tellement déplorable de voir comment ce parti-là est devenu libéral, vous ne trouvez pas? C'est une ligne de parti, à l'évidence, c'est une ligne de parti, là. Dans l'ensemble, je ne saurais vous contredire, Richard. Vous avez parfaitement raison. Est-ce que... on essaye de faire ce qu'on peut pour réintroduire une certaine position pro-vie dans ce parti-là. La bataille est difficile, il n'y a pas à dire, c'est évident. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces députés comme Arnold Hughes et Kathy Wagen qui se sont effectivement excusés par la suite de ne pas avoir parlé contre cette loi-là. Il y a aussi Shannon Stubbs, qui, je pense, a croisé ses bras sur sa poitrine lors de ce vote-ci. Pourquoi ils n'ont pas parlé contre cette loi-ci et la C3 aussi qui est très inquiétante. Ça m'échappe, je sais pas. Comme j'ai dit, je me suis adressée à la campagne de Leslie Lewis pour un commentaire sur la question. Et malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de revenir à moi avant cette entrevue. D'accord. Donc, si on a plus d'informations, il me fera plaisir de vous les communiquer. Oui, bien sûr. La politique au Canada est stupéfiante de ce point de vue-là. Il se passe de bien mauvaises choses. Pourquoi et comment, nous pouvons spéculer effectivement, mais il y a bien un mauvais courant à défaire et à arrêter. Et c'est très difficile, c'est sûr. Il faut nous battre. Moi, Madame Kepka, j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous sentez absolument le besoin à Coalition nationale pour la vie de voter ou de supporter un candidat à chaque fois qu'il y a une course à la chefferie? Ça serait quoi l'impact si vous vous absteniez de voter pour quelqu'un qui semble pas être ou qui dit qu'il est pro-vie, mais dans les faits, elle n'est pas pro-vie? Parce que véritablement, lorsqu'on se lève pas à l'Assemblée nationale, quand on passe des lois aussi importantes sur la thérapie de conversion, quand on n'ose pas se prononcer sur c'est quoi la définition de pro-vie dans notre dictionnaire à nous, puis qu'on est prêt à enlever seulement le mot misogyne, puis faire à croire qu'on est pro-vie, il semble y avoir beaucoup de lapsus dans ce que Mme Leslyn est en train de démontrer. Ça aurait été quoi l'impact pour la Coalition nationale pour la vie de refuser à ce stade-ci de représenter un candidat ou une candidate qui court à la chefferie du Parti conservateur, étant donné qu'en réalité, il n'y en a pas vraiment un qui est vraiment ou véritablement pro-vie au sens auquel Richard Descaries abordait ces valeurs-là pro-vie véritablement en 2020? C'est une question importante que vous soulevez là. Et effectivement, c'est un débat continu. Quand est-ce qu'on lâche l'affaire d'une certaine façon et on se réoriente complètement et jusqu'à quel point se battre? Est-ce que vous ne trouvez pas, Madame... Oui, allez-y. Allez-y. Est-ce que vous ne trouvez pas que votre lumière jaune n'est pas très utilisée dans votre principe? Parce que je vois une lumière jaune qui dit, écoutez, on a des réserves... Moi, je trouve que c'est tout à fait adéquat pour Mme Lewis. Comment se fait-il que vous lui avez accordé le feu vert avant même de savoir s'il y a d'autres candidatures? Parce que j'ai un petit peu d'expérience politique et je peux vous dire que le 10 septembre, c'est très loin et que je pressens qu'il va y avoir un candidat de l'Ouest bientôt. Et dans l'Ouest, pro-vie, ils savent ce que ça veut dire, eux autres. Alors, les wishy-washy de l'Ontario...
vont peut-être se faire la barbe par quelqu'un de l'Ouest et vous allez devoir l'appuyer en disant « lumière verte ». Ben moi, une lumière verte et une lumière jaune, pas pareil quand je passe sur la route. Bien évidemment, lumière jaune et lumière verte, c'est pas pareil. Ce que la Coalition nationale pour la vie a toujours fait, c'est d'appuyer tous les candidats qui, selon les critères que la coalition applique, peuvent être identifiés comme pro-vie, pro-famille. Donc, s'il y en a un autre qui est aussi pro-vie, peut-être même plus pro-vie que Madame Louis, lui aussi, lui, elle aussi, va avoir une lumière verte, bien évidemment. Et ce que nous faisons à l'époque du vote même, de l'élection, nous publions un guide à l'élection qui est disponible à tous nos supporters. Malheureusement, à cause des lois actuelles, nous ne pouvons le rendre disponible qu'aux gens qui nous appuient financièrement le moindrement. Je pense que la dernière fois, la somme minime, c'était $2. Donc, c'est pas franchement très élevé. Mais voilà, nous publions pour autant un certain nombre de commentaires. Donc, si il y a des divergences il y a des nuances de position entre les candidats pro-vie, par exemple, et s'il y en a un qui nous paraît plus fort que l'autre, nous communiquerons avec le public les prises de position qui permettent justement de juger de la profondeur d'engagement de chacun des candidats. Donc, le fait que Mme Louis ait une lumière verte en ce moment, déjà, tout en peut-être n'allant pas jusqu'au bout de la demande, n'empêche pas d'avoir un autre candidat qui aussi recevrait une lumière verte et dont la prise de position peut-être plus ferme et plus exigeante serait mise en valeur et communiquée au public. J'espère que si c'est le cas, vous allez revoir la couleur de Mme Lezen-Lewis si jamais ça se présentait. Juste pour clarifier pour le public, ce serait une bonne idée. Mais qu'est-ce que vous faites de la dimension unilingue anglaise de Mme Lewis? Vous savez, nous sommes un organisme pro-vie, pas un organisme culturel, autrement. Donc, nous l'encourageons, bien évidemment, à développer son français davantage. Je sais qu'elle travaille là-dessus. C'est forcément pas évident. Le français est une langue complexe qui demande une certaine durée de pratique nécessairement pour parfaire sa maîtrise. Donc, nous ne pouvons que l'encourager là-dessus. Mais vous savez que c'est une loi. Vous savez que c'est une loi obligatoire au Canada d'être bilingue. Là. C'est pas un fait divers. Donc, comme organisme de l'AB, vous devriez au moins en tenir compte. Moi, je vous dis que votre lumière verte est beaucoup trop claire. Moi, j'irais plus sur le jaune, ne serait-ce que pour ces raisons-là qui ont été présentées, en disant, écoutez, on va attendre de voir et espérons qu'elle devienne verte avec le temps. Mais ces candidats-là qui ont un peu un laissez-passer de votre part, en partant, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour être plus pro-vie d'ici la fin de la campagne. Et ça, je trouve ça déplorable. Vous avez, Richard, vous me dites que nous sommes trop peu exigeants. Pour autant, je trouve que Campaign Life Coalition est encore plus exigeante que bien d'autres organismes pro-vie au Canada. Mais j'apprécie vos commentaires parce que, bien évidemment, tout électeur pro-vie voudrait voir l'avortement interdit au Canada. Il y a pas de mot à dire. Tuer un enfant avant naissance est un barbarisme, un acte criminel, quoi qu'il en soit, peu importe les circonstances. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui essaient d'user d'une certaine stratégie pour commencer à l'interdire bout par bout, plutôt que tout interdit d'un coup. On peut espérer que leur stratégie portera fruit. Mais c'est seulement l'avenir qui pourra nous le démontrer. On vous entend très bien. Vous êtes un lobby pro-vie, donc vous n'avez pas de demi-mesure en ce qui vous concerne. Malheureusement pour vous, je suis désolé, là, moi j'ai prôné lorsque j'étais à la course au leadership de cesser le financement de l'avortement qui n'est pas un soin de santé. Donc ça va à l'encontre de la loi sur la santé du Canada. Donc, je parlais de la langue, mais écoutez, c'est encore pire. La loi sur la santé du Canada oblige le financement national de tout ce qui est soins de santé. Mais être enceinte, à ce que je sache, c'est pas une maladie, là. Donc, Mme Lewis aurait dû minimalement faire ça. C'est considéré comme une maladie quand je me suis renseignée auprès de mon assureur.
Mais vous avez parfaitement raison, c'est pas une maladie. Ça Au l'est contraire, pas. c'est Et- une marque de santé. Ben, j'apprécie beaucoup Euh, votre candidature, votre côté candide par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on veut entendre lorsqu'on a besoin de se faire une opinion. C'est le privilège qu'on veut offrir aux gens qui nous écoutent. On n'est pas là pour décider quoi que ce soit ou lancer la tomate à un organisme qui fait des efforts surhumains depuis très longtemps. Mais je voudrais souligner une dimension qui vous touche personnellement. Vous êtes d'origine polonaise. Vous avez un français impeccable. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Ukraine et par rapport à la Pologne en quelques secondes? C'est pas trop vous en demander. Non, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, vous savez, on est, comment dirais-je, j'appuie toute aide qui peut être portée à la population ukrainienne, Mhm. mais la distinction que je demanderai à tout le monde de faire et faire très attention là-dessus, c'est de faire un amalgame de la population et du régime. Mhm. Comme dans pratiquement tous les pays du monde, en ce moment, ce sont deux entités différentes qui, bien souvent, malheureusement, vont dans des directions opposées. Mhm. Très Et bon, donc, ça. la situation en Ukraine est bien plus complexe et j'invite tout le monde à explorer l'histoire ukrainienne durant la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. Ça va apporter bien des éléments de compréhension de la situation actuelle parce que cette histoire-là n'est pas finie, ce qui se passe actuellement n'est qu'une suite. Est-ce que vous avez de la famille ou des connaissances en Pologne qui vous tiennent au courant de ce qui se passe là-bas? Oui, tout à fait. Nous avons de la famille en Pologne. Les débats politiques sont toujours houleux. Les Oui. divisions au sein des familles polonaises ne sont pas moindres qu'au sein de toute autre famille de par le monde. Mhm. Donc, les points de vue sont divergents. Mais bien évidemment, en Pologne, c'est une situation très effrayante finalement, parce Ouais. qu'avoir une guerre à ses frontières fait toujours peur. On ne sait jamais franchement dans quelle direction ça va s'en aller. Et malheureusement, la communauté internationale pousse la Pologne à s'engager d'une façon très profonde dans cette guerre, Mhm. au-delà de son intérêt national, je dirais. Excellent. Un grand merci de votre présence. Vous êtes notre première invité à notre nouvelle émission. Alors, on tenait à faire l'honneur à un organisme comme le vôtre qui se bat depuis très longtemps pour les bonnes raisons. Et on tente de faire la lumière au meilleur de notre connaissance. Alors, souhaitons qu'on puisse peut-être revenir au cours des prochaines semaines, prochains mois, étant donné que la campagne à la chefferie n'est pas terminée au Parti conservateur. Et probablement qu'on aura l'occasion aussi de se reparler de d'autres sujets. Ce sera un grand plaisir de vous revoir encore une fois. Il me fera bien plaisir. Merci beaucoup. Je suis fort honorée d'être votre invité et au plaisir de vous revoir effectivement dans les émissions suivantes. À une prochaine. Merci beaucoup, Anna. Au revoir. Alors, écoute, ça fait le point sur quelque chose qui, moi, me tracasse, comme tu le sais. Hein. Déjà, je sentais à l'époque de la première campagne à la chefferie de cette dimension-là. Et je trouve ça banal, mais écoute, le jeu de lumière, de feu de circulation, ben moi, je l'aurais mis jaune, Mme Leslyn Lewis, parce qu'elle n'a pas d'engagement pro-vie. Elle a quelque chose de ce qu'on appelle en anglais liberal light, là, c'est une bière légère. On touche un petit peu cet aspect-là, pas trop d'alcool, c'est pas trop rehaussé. Et je vais vous faire une confidence, c'est que Leslyn m'avait dit à l'époque où j'ai été éjecté du parti. Et là, on tombe dans ce que je disais tout à l'heure, c'est comment pouvez-vous prendre une position contre et aller voter pour? Pour moi, c'est comme une impossibilité. Zéro posture. Hein, quand je dis il ne faut pas voter pour Éric Duhaime, ben, je ne vous dis pas quoi faire, je vous dis ce que je pense, mais je base ça sur des faits. Et je ne peux pas dire, ben écoutez, il n'est vraiment pas du bord que je penserais et aller voter pour lui. Je ne peux pas faire ça. Je peux vous dire, voici qu'est-ce qu'il y en est et voici pourquoi je base ma décision. Et dans le contexte de Mme Lewis, lorsque je l'ai côtoyée à l'époque, elle débutait, donc elle ne parlait pas un mot de français, elle était vraiment un peu... Elle n'était pas élue, donc elle était un peu lancée comme un chien dans un jeu de quilles et essayait de se faire une place politique. Là, soyons clairs, si tu vas à l'encontre du parti comme je l'ai fait... Tu te souviens de son discours? Ben, on parle pas de discours là, ici, non? Tu parles d'un débat français? Écoute. Ben non, c'était déplorable, mais ça fait pitié, en bout de ligne, de lancer quelqu'un unilingue comme ça. Tu te souviens d'Eric Sloan? Ben je l'avais appuyé, puis il m'avait dit, je vais apprendre le français, et il l'a fait. Il a débattu en français après 2-3 mois. Extraordinaire. Mais ceci étant dit, elle m'avait confié, parce qu'après que j'ai été éjecté, j'étais à Toronto, et elle m'a dit, merci Richard d'avoir mis la barre si basse.
Parce que moi, j'ai pris une position très claire sur l'avortement. Je dis, écoutez, je vais enlever le financement de l'avortement, qui n'est pas un soin de santé. C'était tellement simple que ça a complètement... les médias étaient bouche bée, là. Les journalistes ne savaient pas quoi dire, parce que c'était tellement clair. Alors, comment peut-elle revenir aujourd'hui sans prendre cette position-là comme étant un minimum? Et je sais très bien pourquoi elle le fait. C'est parce qu'elle ne veut pas être éjectée du parti. Alors, est-ce que, en prenant une position qui est véritablement pro-vie, si on est éjecté du parti, on n'est pas vraiment un pro-vie? Je pense que et si on y reste, c'est exactement ça. Si on y reste, c'est parce qu'on est en train d'édulcorer notre position pour survivre dans un milieu. Moi, je laisse aux gens la liberté de décider par rapport à ça. Donc, ceux qui se font dire, il faut voter pour elle parce que Campaign Life lui a donné une lumière verte, moi, je dirais que c'est une lumière jaune qu'elle mérite. Et je sais qu'il y a un candidat ou une candidate qui va sortir dans l'Ouest canadien, qui va être issu du Reform Party, qui était très pro-vie avec les bonnes raisons, mais qui ne s'était pas fait élire comme gouvernement sur cette base-là non plus. Oui, mais en même temps, j'apprécie ce que Anna nous a partagé puis le temps qu'elle est venue parler avec nous aujourd'hui, mais quand elle me dit que son organisation pro-vie, c'est la plus exigeante que d'autres organisations pro-vie à travers le Canada, je m'excuse. Dans mon livre, à moi, on nivelle pas vers le bas. On se compare avec ceux qui sont meilleurs que nous autres. Puis si tu es vraiment une organisation pro-vie, il faut que ça se reflète dans la sélection de candidats qu'on appuie aussi. Et comme toi, moi, c'est lumière jaune. Puis je te dirais même déjà, si tu as une ambiguïté sur la vie, il n'y a même pas d'entre-deux. Tu es rouge. Tu ne peux même pas être jaune en partant. Oui, mais ce qu'il essaie de faire avec ça, c'est de dire aux gens, écoutez, on vous oriente vers les candidats à ne pas prendre. Exemple, Pierre Poilievre, et encore là, je suis obligé de me lancer des fleurs. Quand je suis sorti publiquement pour dire qu'il fallait enlever le financement de l'avortement, Pierre Poilievre, qui est élu depuis très longtemps, avait toujours eu un dossier impeccable avec les pro-vie. Hein? Il s'en était tiré indemne. Ouais. Et il a tellement pas aimé ce que j'ai dit sur le financement, parce que c'est échec et mat. Oui. Tu ne peux pas défendre ça, le financement d'un non-soin de santé, parce que ça ne l'est pas. Il est sorti le lendemain sur Twitter pour me ramasser comme une crêpe. Et il a pris une position. Il est sorti du placard en disant qu'il était pro-avortement et pro-LGBTQ et tout le reste. Et depuis ce jour-là, il a vraiment montré qu'il était un libertarien parce qu'au niveau social, il est totalement libéral. Et aujourd'hui, il y a une lumière rouge, et tant mieux. Oh, mais c'est en le faisant sortir qu'on a vu la lumière rouge, pas en leur donnant Exactement, c'est ce que je suis en train de dire aussi. Tu peux pas, dans des sujets politiques aussi aiguisés, fondamentaux que ça, être dans une zone jaune ou dans une zone grise. Tu peux pas. C'est soit que tu es tout un ou tout l'autre. On peut pas dire j'accepte de tuer un bébé parce que non, t'es pro-vie ou tu l'es pas. Et tu peux dire, si tu as une rouge, arrange-toi pour en avoir une jaune ou une verte en arrivant avec d'autres politiques, parce que celles que vous nous présentez, Mme Lewis, sont pas suffisantes dans notre livre à nous. Absolument. Et là, un lobby qui fait ça, moi je trouve qu'il fait son travail. Actuellement, on dirait que c'est une extension du Parti conservateur du Canada. Ça m'inquiète énormément, puisque je pense que le Parti conservateur du Canada est devenu libéral. Tu viens têter notre masse d'abonnés en prétendant que tu es un pro-vie. On l'a vu avec Aaron O'Toole. Tu viens têter la masse d'influence qu'on a, les 300 000 peut-être courriels, ou le pouvoir qu'on peut te donner pour te faire rentrer à la course à la chefferie du conservateur sous un faux drapeau. Parce que tu es en train de dire quelque chose que tu n'es pas en réalité, juste pour avoir des votes. Ça, là, c'est de la corruption. Sur ce bon mot qu'on aime beaucoup, la corruption au Québec, on comprend ce que ça veut dire assez vite. On va laisser la chance aux coureurs. Le 10 septembre, c'est très loin. Moi, j'invite Campagne Life Coalition, j'invite Campagne Québec Vie, qui appuie aussi Mme Leslie Lewis, à peut-être réviser leur position, peut-être en réfléchissant entre eux autres. Et nous, on va être là pour assurer que la vérité va toujours demeurer dans l'actualité. Et on va vous revenir sur ces situations-là. Et quand il y aura un nouveau candidat, et d'après moi, il y en aura un autre, on va l'inviter. Il ne parlera peut-être pas en français et on aura un autre problème, mais on aura aussi une position qui sera très claire et on réinvitera Campaign Life Coalition et Campagne Québec Vie pour venir nous en parler. Georges passe à l'émission Théovox Actualité, va aussi pouvoir commenter là-dessus. On l'invite à le faire. Alors, ça termine notre segment sur cette dimension-là qui, je pense, va être intéressante d'avoir une invitée. Et il ne faut pas lancer, comme je disais tout à l'heure, la pierre à qui que ce soit. On est là pour s'assurer qu'il y a un débat qui est fait. Mais nous, on ne dérogera jamais sur deux choses. La vérité qui choque.
Ah là là, ça a été un segment intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup Anna Kepka, qu'on voit souvent dans les organisations, les manifestations. Je connais bien l'organisation aussi. Et on sait que c'est du travail qui n'est pas facile. Ils sont dévoués, sont là présents. Mais je pense qu'on a un rôle aussi de peut-être ajuster le tir. Et dans ce contexte-là, on a eu un appel. On a un appel entrant. Alors, on va prendre l'appel de Madame Geneviève. Madame Geneviève. Bonjour. Geneviève. Ah, elle nous a quittés. C'est Geneviève a quitté. Bon, et ça devait sûrement être pour parler de ce sujet-là, mais j'ai ouvert la porte à la fin à ta suggestion, d'ailleurs, Jean-François. C'était sur la guerre en Irak. En Irak. Je dis toujours la guerre en Irak, là, je trahis mon âge. La guerre en Ukraine, parce que la Pologne est l'endroit où les gens se sauvent. Hein. Ils sont réfugiés. Ils sont évacués là-bas. La Pologne était au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont vraiment au centre, entre l'Est et l'Ouest, donc c'est problématique. Et dans ce contexte-là, des gens qui sont de descendance polonaise et qui ont de la famille là-bas, comme Anna, ben, c'est quand même intéressant d'entendre. On sent l'émotion. On sent aussi qu'il y a des zones grises. C'est pas noir ou blanc comme la désinformation, soit russe ou soit ukrainienne ou occidentale, nous présente actuellement. Et dans ce contexte-là, il faut aussi ramener les choses en perspective. C'est ce qu'Anna nous invitait à faire. Moi, il y a une chose qui me fatigue beaucoup, c'est le fameux président de l'Ukraine qui est un clown fini, là, soyons clairs. Nous, on a un professeur de théâtre ici comme premier ministre. Là-bas, ils ont un humoriste. Ils ont un humoriste qui s'est promené avec du latex en talons hauts. Écoutez, il n'y a rien qu'il n'a pas fait, comme ce milieu-là nous a habitués à faire. Mais aujourd'hui, il vaudrait autour d'1 milliard de dollars américains. Oui, je sais, j'ai vu que tu avais partagé ça ce matin dans notre feed de nouvelles. C'est assez incroyable, tu sais. Puis moi, j'ai juste répondu, puis peut-être qu'on ne saura jamais, mais je sais que des fois, on fait le tour des présidents ou des premiers ministres comme ça à travers le monde, puis on établit leur fortune. Il n'y a jamais personne qui a sorti de la fortune de Justin Trudeau. Oui, bien, elle est héritée, en fait, de sa famille. Hein. Ça date même devant pas Justin, mais Pierre Elliott Père, qui était le fils du richissime Trudeau, l'initial, qui avait une station-service d'essence au centre-ville de Montréal, qui a vendu pour 1 million de dollars en 1902, chose comme ça. Là. Alors, l'histoire courte, c'est que la famille avait déjà de l'argent. Et Justin Trudeau n'avait pas besoin de travailler de sa vie, mais a toujours rêvé d'être comme son père. Et je laisse les gens décider c'est lequel. Les deux étaient politiciens. Blague à part, on sait ce que ça fait d'avoir un gars qui n'a aucune compétence, aucune culture politique réelle, sauf que d'avoir voyagé avec son père. Je ne préciserai pas lequel encore. Ça donne un désastre. Il est en train de vendre le pays pour une chanson. Alors que le président de l'Ukraine, on comprend bien qu'il a permis à la famille Biden de faire tout ce qu'ils ont fait dans cette région-là. Et aussi Soros, qui est derrière tous ces aspects-là. On sent, comme Anna nous disait, qu'il y a beaucoup de zones grises. Mais quand je vois un pantin de l'Occident négatif, donc Biden, Obama et Bush et compagnie. Donc, ce clan-là, et non pas le clan de Trump, quand on voit ce pantin-là devenir milliardaire, alors qu'il était comédien il n'y a pas longtemps, bien, on peut penser qu'il a vendu son pays pour une bouchée de pain, qui, lui, c'est riche pour lui, 1 milliard. Si c'était 1 milliard distribué pour le pays, pour tout le monde, ce ne serait pas beaucoup. C'est sûr. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, il se retrouve avec un pactole. Et on peut penser que tous ceux qui font le plan mondialiste, et on en a chez nous avec des Legault et d'autres, qui peuvent avoir des carottes quelque part qui sont en train de fructifier dans un jardin quelque part qu'on ne voit pas, et qui fait en sorte, qui expliquerait pourquoi cet agenda-là est poussé par ces gens-là de façon aussi exécrable et officielle. On a un appel qui rentre de la part de... En fait, c'est M. Nico. Nico. Oui, bonjour, M. Nico. Nicolas, pardon. Bonjour. Nicolas, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Vous? Oui, très bien. Dans le fond, là, vous avez vraiment bien mis la table sur ce que je voulais parler. Oui. Parce que je vous écoutais tantôt, COVID, avortement, après ça, toutes les causes de tout ça. Mais, il y a un sujet encore plus tabou, je pense, que l'avortement. C'est vraiment, là, je pense, là, c'est l'argent.
parce que la création monétaire puis la dette qui a été privatisée en 74, justement par Pierre Elliott Trudeau. Puis à partir de là, le Canada avait 20 milliards de dettes, puis on réussissait à maintenir cette dette-là. Puis on payait nos infrastructures, nos programmes sociaux. Puis Père Trudeau a décidé, lui, justement, de donner le monétaire aux banques centrales. Puis c'est à partir de là que la dette a commencé à augmenter. Puis après ça, justement, le jeu, là, vous parliez de marxiste, communiste, dans le fond, qui est le nouvel ordre mondial 2.0, nous amène vers tout le COVID. Après ça, même la gestion, là, justement, là, de la vie, là, passe par un peu cette idéologie-là, cette philosophie-là. Fait que tant qu'on pensera pas à discuter, justement, d'en revenir à un avant 74, où la Banque du Canada émettait l'argent, puis que l'intérêt de l'argent était retourné au Canada au lieu qu'elle sorte du pays, je pense qu'on va tout le temps tourner en rond, puis on réglera jamais rien dans tous les dossiers. Faut oser en parler. Je le sais que c'est difficile, mais c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Puis si on ramène pas ça sur le plancher, on n'arrivera à rien, je pense. Très bon point, Nicolas. Merci beaucoup de cette dimension-là. Je pense que le nerf de la guerre le dit bien. C'est qu'on ne peut pas parler d'aucun autre dossier sans tenir compte de l'aspect économique. Le problème dans notre société, c'est qu'on nous a amené à ne penser que l'économique, c'est tout et que le reste n'est pas important. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase sur la dimension sociale, spirituelle et tout le reste. Mais à partir du moment où, effectivement, les mondialistes sont passés en mode attaque, vous avez remonté au père de Justin Trudeau, donc Pierre Elliott Trudeau, on parle de fin des années 60, début 70. Effectivement, le Canada, quand moi je suis né, avait une dette presque de zéro. Et on s'est retrouvé sous l'impulsion de Pierre Elliott Trudeau à un déficit gigantesque. D'une part, le déficit, il est pris à même l'argent externe au Canada. Donc, dès qu'on fait ce genre de transaction-là, c'est-à-dire que la Banque centrale du pays ne relève pas du pays lui-même, mais relève de banquiers externes, en l'occurrence la City de Londres et tout le reste. Donc, le système bancaire, il est déjà mondial depuis très longtemps. Et les banques centrales qui ne sont pas autonomes par rapport au pays, bien, ça date du début du 20e siècle, en fait. On parle de 1913 aux États-Unis, où la fédérale, qu'on appelle la Fed, est passée entre les mains d'organismes privés, externes au pays. Donc, un pays qui s'endette, par exemple, c'est qu'il va dire, nous, on est assez riches pour investir dans des ponts, des autoroutes, des infrastructures, et on va s'endetter nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est assez riche pour dire que sur 20 ans, on va être capable de rembourser ça à même le fruit du travail de nos citoyens. Donc, tu ne t'endettes pas vraiment et tu ne te payes pas de l'intérêt. Ce que tu fais, c'est que tu imprimes des dollars et tu augmentes une pression pour l'inflation. Hein? Tu mets une pression inflationniste qui fait en sorte que plus les gens vont être productifs, plus tu vas empêcher, tu vas juguler l'inflation. Donc, ta productivité va être augmentée parce que tu vas t'être donné des infrastructures, soit sanitaires, soit de routes, soit de ponts. Et là, on vient de démontrer, et merci Nicolas de l'avoir amené ce sujet-là, c'est qu'on vient de démontrer qu'un pays qui serait vraiment souverain, comme le Canada prétend l'être depuis longtemps, pourrait, sans aller s'endetter sur les marchés extérieurs, avoir obtenu le niveau de confort qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'aurait pas traîné une dette telle qu'on a traîné avec nous. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment on sort d'une telle situation? Bien, je vous annonce que les moyens par les mondialistes, c'est de créer des guerres. Et c'est la première guerre, 14-18, bien, si 1913, la Banque fédérale est devenue entre les mains du privé, bien, quand les États-Unis ont embarqué dans la guerre, il a fallu financer ça. Et dès qu'on s'est financé à coups de milliards sur le marché externe, on a commencé à engranger la fameuse dette qui est aussi gigantesque aux États-Unis qu'au Canada, qu'en France, que partout. L'Allemagne est un des pays où l'endettement est inférieur comparé aux autres pays du G7, mais on comprend que l'histoire nous a aussi amenés vers d'autres situations, qui est la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est pas une tactique, ça, d'endetter de plus en plus les pays pour justement faire en sorte qu'on élimine l'argent papier, puis qu'on s'en va vers un argent numérique, puis on s'en va vers un Great Reset, puis une grande réinitialisation, puis un nouveau monde? Bien, l'endettement était la façon d'enlever la souveraineté des pays. Donc, on veut mettre à genoux quelqu'un avant de pouvoir le contrôler.
Hein, on a forcé la muselière. Pourquoi? Pour dire aux gens, on vous contrôle. Parce que ça n'a aucune valeur au niveau scientifique. Donc, c'était un symbole pour nous museler, vraiment, et nous dire, si vous ne le faites pas, on va vous voir, donc on va agir sur vous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a endetté les pays depuis le début du 20e siècle, le milieu du 20e siècle, au début des années 2000, où là, la dette devient intolérable. Ça n'a pas de bon sens. Et à qui on paye ça, ces intérêts-là? À quelques milliardaires que Jean-Jacques appelle les milliardaires psychopathes. Ouais. Bien, effectivement, aujourd'hui, ils sont tellement riches qu'ils veulent aller avec le contrôle des populations. Donc, on est arrivé avec une dimension technologique d'identifiant numérique. On approche de la marque de la bête à vitesse grand V parce que le contrôle des populations totales sur l'information fait en sorte qu'on n'aura plus besoin d'échanger d'argent vraiment. Parce qu'on va décider que toi, ton travail, c'est balayeur, ben tu n'auras pas d'actifs, mais tu vas être logé, nourri, un revenu de base, etc. Mais tu vas être mopologiste. On a décrété que c'était ça jusqu'à temps que tu décèdes. Je ne sais pas si on a un appel. Oui, on a Mme Geneviève qui nous rappelle. Ah, d'accord. Peut-être qu'on va changer de sujet. Bonjour, Mme Geneviève. Madame Geneviève. Bonjour. Bonjour. Oui. Écoutez, moi, je veux rien vous dire une chose. C'est qu'au niveau du sang, Emma Québec, oui. J'ai fait 4 appels et on m'a raccroché. Vous avez fait quoi? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Vous avez fait quoi? J'ai fait un appel pour avoir du sang non vacciné. D'accord. Et on m'a raccroché 4 fois de suite. Ben, je peux comprendre qu'un organisme qui défend le narratif du gouvernement ne voudra pas vous entendre à ce niveau-là. Donc, ce que vous dites, c'est que vous voulez avoir une transfusion sanguine de sang non injecté et ça n'existe pas ou vous n'êtes même pas rendu jusque-là? Ben, c'est ça. C'est je me suis même pas rendu jusque-là. Mais si vous l'avez demandé à votre médecin, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Parce que vous ne pouvez pas appeler Emma Québec pour demander du sang. Je n'ai pas demandé à mon médecin. J'ai appelé directement à Emma Québec. Mm-hmm. Puis on m'a raccroché au nez. Mais Emma Québec, c'est ça, Emma Québec fait des transfusions sanguines à travers des opérations. Donc, il faut vraiment que ça passe par la médecine, par les hôpitaux. Je ne comprends pas que vous puissiez agir directement comme ça. Ben, c'est parce que moi, éventuellement, si j'ai un accident, vous voulez avoir une réserve de sang. Je peux avoir une transfusion sanguine de gens non vaccinés. C'est ça. Ben, c'est une bonne question, mais merci beaucoup, Geneviève, de cette dimension-là qui, moi, m'a interpellé dès le début des injections. Je ne sais pas si tu te souviens quand je disais, si j'étais médecin, j'ouvrirais une clinique pour les non-injectés, pour les dons de sang. C'est-à-dire, tu fais un don de sang et quand tu as un besoin, ben, tu fais appel à la même clinique qui a conservé du sang, soit le tien ou celui de quelqu'un d'autre, mais qui va t'assurer que tu auras du sang de non-injecté. Parce que c'est très clair que dans l'injection, c'est transmissible sexuellement, c'est transmissible par les liquides, c'est transmissible par une transfusion. Et ça n'a jamais été abordé, cette dimension-là. Je pense que c'est un peu fort de café, Geneviève, d'appeler directement Emma Québec. Là. Ils peuvent pas, c'est pas AEW, là, puis service à l'auto. Je pense pas qu'on peut commander du sang comme ça, mais si vous le demandez à votre médecin, et j'invite les gens à le faire, demandez à votre médecin qu'est-ce qui arriverait si vous aviez besoin de sang. Et pour ajouter à l'anecdote, quand j'ai été appelé pour mon opération, on m'a dit qu'il fallait que je signe un document qui les autorise à m'injecter du sang sans condition. Là. C'est une opération, donc ils ne savent pas comment ça peut se dégénérer, ils se protègent, puis c'est correct. C'était correct en 2019. Ouais. Ça l'est moins maintenant. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu fait tourner le sang, c'est le cas de le dire. Et ça rejoint la dimension de Geneviève à ce niveau-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive si on a un accident et qu'on se fait injecter du sang contaminé? Et appelons-le contaminé. Moi, je pense que c'est un terme qu'on devrait utiliser, là, nous. Donc, on s'appelle les purs sangs. Ceux qui ne sont pas injectés, ben, il va falloir qu'on s'assume. Et peut-être qu'on vérifie avec les professionnels de la santé s'il n'y a pas cet aspect-là qui pourrait se faire. Moi, je pense que je vais prendre une note parce que je vais creuser un peu plus loin parce que j'avais déjà, à ma connaissance, c'est peut-être une fake news ou pas, j'avais déjà entendu dire, j'avais déjà eu vent comme quoi que les injectés
on prenait pas leur sang pour l'instant. J'avais lu ça quelque part, mais je vais quand même, je pense que ça vaut la peine de creuser ce dossier-là. C'est majeur. C'est majeur. C'est vraiment majeur. Moi, je l'ai dit au tout début en me disant, il va falloir qu'on en vienne éventuellement, mais dès qu'arrive une situation problématique, il est trop tard. Tu es devant un fait accompli. Si on est dans un accident de voiture et qu'on est transporté à l'hôpital sans être conscient, il n'y a aucune documentation qui va t'assurer. Ouais. Hein, si tu es, je sais pas, moi, diabétique, tu as un petit bracelet, tu as quelque chose d'indiqué, ils vont savoir ce qu'il y en est. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un bracelet qui dit « je ne veux pas de sang contaminé » Non, mais en même temps, tu soulevais des bons points, puis le segment tire à sa fin parce qu'on a pris beaucoup de temps avec Anna, mais en même temps, écoute, on n'est pas conscient. Parce qu'on ne fait pas nécessairement toujours des recherches, on ne creuse pas le sujet, mais quand tu dis là, que ça se transmet à travers une relation, tu sais, l'injection peut se transmettre à travers une relation sexuelle ou peu importe, c'est majeur, là, cette déclaration-là. Puis le commun des mortels n'est même pas au courant de ça, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'était une dame qui m'avait dit, je sais pas, on parle de beaucoup de choses ici, hein, on emmène large, comme on dit. Les gens nous prennent pour une autorité médicale, j'imagine. Alors, la question était la suivante. Mon mari est injecté, moi je ne le suis pas. Est-ce que tu crois qu'il y a un danger? Et là, mes yeux sont tellement venus grands que la personne s'est auto-répondue. Elle m'a dit, voyons donc, je ne peux pas croire que tu me poses la question. Là. C'est d'une évidence, sans même être expert ou être médecin. Alors, l'idée d'avoir une banque de sang, je pense qu'elle est hyper pertinente et elle va le devenir de plus en plus. On fait le parallèle avec la guerre tout à l'heure. Hein? Quand Mario Dumont disait « Je ne peux pas croire qu'il y a une guerre actuellement où les gens s'entretuent », ben wake up! Hein? Le vrai monde, la vraie vie, là, vous l'avez nié depuis 2 ans, mais elle est omniprésente. Et si jamais il y avait une guerre un peu plus large et qu'on était amené à être en danger d'être blessé, ben, il va falloir penser à cette dimension-là de sang. Ça donne quoi d'aller te battre si tu t'en vas te faire injecter? Non, mais il y a une ampleur extraordinaire à ce que tu viens de dire. Là. Dans les échanges de fluides, il peut y avoir contamination. Il y a des gens qui sont en couple et qui ne sont pas conscients de ça. Ben, c'est ce que je pense. Tu es peut-être en train de faire sauter des mariages. Là. Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de mariages qui ont sauté sur cette base-là, déjà, parce qu'il y a des gens qui posent la question et qui se répondent eux-mêmes. Là, c'est tellement évident. Mais qu'on me l'ait posé sans même avoir réfléchi, je me suis dit, écoute, on néglige vraiment la dimension. Il faut dire que nous, on lit beaucoup sur la réalité de ce qu'on a injecté. La moyenne des gens écoutent plus, ils surfent un petit peu sur la chose. Hein? Ils savent plus. Voici ce qu'on dit d'eux. Nous, on va vraiment dans le fond des choses. On a des experts comme Jean-Jacques Crèvecoeur qui viennent nous en donner en long et en large. Et on a des experts aussi, virologues comme, je disais tout à l'heure, Alexandra Arion-Caude, professeur Raoult, professeur Perron. Il y en a beaucoup d'autres aux États-Unis, partout. Donc, quand on écoute ces gens-là, on ne touche pas à ça avec une verge. Là. Il faut être très loin de ce danger-là. Mais la journée où tu... ça, c'est pour les gens qui sont en maître, ils ne comprennent pas ces blagues-là. La journée où tu es dans une situation réelle, ben il est trop tard. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Et la transfusion sanguine, je pense qu'elle devrait être omniprésente. Ce sera sûrement un sujet d'une future chronique, sinon émission. Avec un médecin. Exactement. Et puis, moi, je vais conclure l'émission parce qu'on a déjà terminé notre temps. On dépasse toujours le cadre un peu. C'était très intéressant. Et ce que j'invite les gens à faire, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, nous écrire par rapport au côté positif. On ramène souvent le négatif. D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre nous rappelle que la situation depuis 2 ans, elle n'a pas de bon sens. C'est le cas de le dire. Ah, j'ai pas eu les tambours, mais c'est correct, ça va être pour une prochaine fois. Mais les côtés positifs, moi, j'en connais plusieurs, j'en vis personnellement. Je vous invite à le faire, ça va nous donner une banque de bonnes nouvelles et nous amener la semaine prochaine à ouvrir le sujet sur l'espérance qui va peut-être nous amener dans d'autres dimensions. Alors, je vous remercie d'être présent. Merci, Jeff, de toujours être au poste. Et on vous invite à écouter Théovox Actualité demain soir, jeudi, à 19h30. Et on se revoit la semaine prochaine à midi.